Bonjour. Grâce à la collaboration de Téléka Média, qui nous a gracieusement offert son espace, ce studio, pour aborder une question très importante, c'est la question du franc CFA qui est au centre d'une grande, on le sait, préoccupation avec des camps qui s'opposent, ceux qui trouvent que c'est une monnaie qui ne joue pas à merveille son rôle, et d'autres qui pensent que c'est une monnaie qui devrait normalement fonctionner telle qu'elle a été prévue par ceux qui la gèrent. Alors ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Loïc Amona. Monsieur Loïc Amona, bonjour. Bonjour, monsieur Alphonse Nango. Je rappelle que vous êtes économiste de formation, mais aussi banquier depuis 15 ans, banquier en exercice. Et vous êtes auteur de plusieurs publications avec des titres quand même qui font froid dans le dos, comme le franc CFA, vassal financier de la France. Et puis vous avez aussi écrit un autre article sur la CEMAC, notamment les réformes qui doivent être entreprises dans le cadre du franc CFA. Exactement. Alors, on va aller tout droit au but. Monsieur Amona, pour vous, le franc CFA, est-ce que c'est une monnaie africaine? Alors, tout d'abord, je tiens à vous remercier de l'occasion que vous m'offrez pour évoquer ce sujet qui est d'un enjeu extrêmement important pour nos économies. Et je répondrai à cette question, non pas avec mes mots, mais des mots empruntés du professeur Joseph Pouemi, qui disait que le franc CFA est une monnaie française circulant dans les pays indépendants d'Afrique. Vous voyez, tout de suite, la réponse est donnée que le franc CFA n'est pas une monnaie africaine. Et pour poursuivre, j'introduirai donc mon propos en disant que la monnaie est un enjeu central de notre époque parce qu'elle se trouve à l'intersection de trois types de problématiques euh, avec notre âge conflictuel de la mondialisation. D'abord, la possibilité des échanges commerciaux et financiers garants de stabilité et de prospérité. Ensuite, l'expression d'une forme de souveraineté nationale. Et enfin, la manifestation d'une volonté ou d'une identité collective nationale. Et cela dit, la combinaison de ces trois facteurs nous ramène à l'inadéquation du franc CFA par rapport à nos économies, parce qu'il y a là une problématique économique, une problématique politique et une problématique aussi bien sociale que symbolique. Et c'est ce qui effectivement nous amène, c'est sur ces trois problématiques qui nous amènent aujourd'hui à se poser la question, non pas se poser peut-être la question, mais à se dire que le franc CFA n'est pas une monnaie française. Si on aborde les aspects politique, ça nous ramènera à la création, donc à la genèse du franc CFA, parce que sa création a été plus dans un intérêt politique qu'économique, déjà donc dans son institution. Les questions économiques ou la problématique économique, ce sont les atouts qui nous ont été présentés comme étant des fondamentaux devant permettre la croissance et bien d'autres choses, aujourd'hui, nous ne le constatons pas. Et troisièmement, sur la question symbolique, la monnaie, c'est une identité nationale, c'est un lien social. Et nous, Africains, n'avions jusque-là pas eu à décider sur ce qui est vraiment de notre monnaie. Et là, on peut le constater même avec la question de l'écho qui a été soulevée, où c'est la France en 2019 qui va annoncer. Donc c'est le Parlement français qui décide même de l'écho. Alors que l'écho, c'est un projet CEDEAO depuis 1983. Donc voilà un peu en substance ce que relève de cette question. Je pense qu'on va aborder cet aspect de la question. À vous entendre parler, vous vous situez quasiment dans l'ancrage de feu le monétariste camerounais Tidjane Poumi, qui a commis un livre à succès, Monnaie et servitude, mais peut-être aussi, apparemment, proche aussi de l'économiste togolais Nako Nabutko, ou alors, pourquoi pas, du Sénégalais Samba Ndongo. Voilà. Est-ce que vous avez l'impression que ces gens n'ont pas examiné le franc CFA dans un contexte purement historique?
Non, puisque sur la question du franc CFA ou de la monnaie, il y a deux courants qui s'opposent. Il y a le courant keynésien et le courant monétariste. Le courant keynésien, c'est le courant qui prend une monnaie active dans l'économie. Tandis que le credo monétariste, et c'est le credo qui est aujourd'hui appliqué par nos banques centrales, c'est qu'il y ait moins d'inflation et donc moins de monnaie qui circule. Et ces économistes dont vous venez de citer d'ailleurs, ce sont ceux-là que je lis d'ailleurs le plus, nous partageons en fait ce courant-là. Et parce que la monnaie doit être active dans l'économie. La monnaie doit permettre en fait de doper, de relancer l'économie. Or, qu'est-ce qui se passe actuellement au niveau de nos banques centrales? Le credo est monétariste qui dit que l'inflation est toujours et partout un phénomène monétaire. Vous abordez là donc la question de la politique monétaire que pratiquent les deux banques centrales, à savoir la BCEAO et la BEAC en Afrique centrale. Bien entendu, puisque quand on parle de monnaie, qui est un outil, l'instrument qui permet d'utiliser la monnaie, c'est la politique monétaire. Mais quelle est aujourd'hui la politique monétaire déployée au sein de nos banques centrales? C'est une politique monétaire restrictive, donc qui relève du courant monétariste. Vous voyez, quand il y a eu la crise des subprimes aux États-Unis, cette crise s'est propagée en Europe. Quelles étaient les politiques utilisées? C'était des politiques monétaires non conventionnelles, parce que ça a constitué à relancer la machine économique en dopant la monnaie. Notamment avec la Réserve fédérale qui a dû donc relever les taux directeurs. Baisser les taux directeurs, injecter davantage de monnaie pour relancer la consommation. Mais ce qui n'est toujours pas le cas chez nous. Chez nous, par exemple, le dernier comité de politique monétaire a justement noté que le taux directeur devait rester inchangé de l'ordre de 5%. Pour vous, cela ne contribue-t-il pas à lutter contre l'inflation dans la sous-région? C'est ça, ça fait partie des atouts qui nous ont été présentés, la stabilité monétaire. Oui, je n'en disconviens pas que la stabilité de la monnaie est un facteur qui contribue pleinement à l'élaboration des politiques économiques. Mais ce n'est pas pour autant un élément qui permet de favoriser la croissance. Parce qu'avec des taux d'inflation aussi faibles, ça veut simplement dire que la politique monétaire, d'ailleurs, qui est un instrument que nous n'utilisons pas, parce que nos politiques monétaires restent calquées à l'image de celle de la BCE. La Banque centrale européenne. La Banque centrale européenne. Donc, nous, en économie, nous sommes en fait dans ce qu'on appelle le triangle des incompatibilités de Mundell. C'est-à-dire que les économies aussi faibles comme les nôtres doivent arbitrer entre s'arrimer avec une monnaie forte, comme le CFA avec l'euro, et perdre l'autonomie de leur politique monétaire. Et qu'est-ce qui se passe? Vous perdez l'autonomie de votre politique monétaire. Ça veut dire que vous ne pouvez plus l'utiliser comme un outil de politique économique contracyclique pour relancer. Nous nous contenterons donc à ce moment-là des politiques budgétaires, mais ces politiques budgétaires qui, depuis la dévaluation de 1994, ne sont que d'austérité. Et l'austérité n'a jamais aidé à s'en sortir. Et depuis 30 ans, les raisons qui nous ont été évoqués ou les arguments qui ont été donnés pour que nous puissions d'ailleurs assumer ou accepter cette dévaluation qui nous a été imposée, jusque-là, aucun fruit n'a donné. Pour la simple et bonne raison que cette politique monétaire ne dépend pas de nous. Et comme ça ne dépend pas de nous, ça en revient à l'idée que la Banque centrale se contentera de maintenir ses taux directeurs hauts. Qu'est-ce qui se passe en répercussion, puisque c'est le taux auquel les banques commerciales achètent de la monnaie auprès de la Banque centrale pour refinancer l'économie. Donc les entreprises, qu'est-ce qu'elles vont faire? C'est bon, elles vont surenchérir. Et le crédit chez nous coûte cher. Mais alors que les entreprises ont des besoins de trésorerie. Alors que les entreprises ont besoin de trésorerie, et vous constaterez que dans cette même lancée, la Banque centrale part d'un objectif de ponction de liquidité de 50 milliards à 250 milliards, c'est-à-dire qu'elle retire de la liquidité dans l'économie, alors que les économies en ont besoin. Pour la simple et bonne raison que la politique monétaire qui est la nôtre est celle calquée à la BCE, et notre monnaie est une monnaie qui est gérée aujourd'hui non plus par la France, elle est gérée par la BCE. Parce que je vous assure que aujourd'hui, la France ne peut plus à elle-même, à elle toute seule,
décider des changements qui peuvent s'opérer. Et d'ailleurs, pour cela, il y a eu un courrier du 25 novembre 1998 de l'Union européenne qui, effectivement, partageait à la France l'idée selon laquelle que toute modification de quelque nature que ce soit devant intervenir sur l'emprise qu'elle a sur ses colonies via la monnaie devrait être approuvée par la BCE. Donc on a un héritage qui est colonial, qui est post-colonial et qui devient hyper colonial parce que le franc CFA n'est plus géré, même plus par la France, on est géré maintenant par l'Europe. Et voyez un peu ce que ça... Mais pourtant, les réserves d'échange des 14 États membres de la zone franc sont bien logées au Trésor français. Hier encore, oui, jusqu'en 2018, parce qu'en 2019, la donne a quelque peu changé au niveau de l'UEMOA, la zone UEMOA, qui a fait revenir toutes ces réserves de change. Mais par contre, pour la zone CEMAC, ces réserves de change qui, tout au début, elles étaient fixées à 100%, ensuite on est passé à 65% pour être aujourd'hui à 50%, restent encore au niveau du Trésor français. Alors, si on fait une comparaison entre la zone franc CFA, que beaucoup d'économistes comme vous, justement, trouvent qu'on devrait se situer dans l'ancrage keynésien plutôt, est-ce que, en faisant la comparaison avec les autres pays, la zone, par exemple, prenons le cas du cédille ghanéen, il ne se porte pas mieux, ou alors le naira nigérian ne se porte pas mieux non plus, le franc congolais à côté, il ne se porte pas non plus mieux, ou alors le kwanza angolais ne se porte pas mieux. Est-ce qu'il n'y a pas mieux quand même de reconnaître que le franc CFA, quoi qu'il en soit, permet quand même de tenir dans un contexte assez difficile? Alors, je vais bien répondre à cette question, oui, mais je voudrais quand même faire un pas en arrière pour revenir sur la question sur les réserves de change. Et c'est là où le bas blesse. Nous, jusqu'en 1994, les deux banques centrales, donc les deux hommes, étaient donc amenés à constituer des réserves de change auprès du Trésor français. Alors qu'en 1994, la France va unilatéralement décider, c'était d'ailleurs le 11 janvier 1994, et donc on est déjà à 30 ans, la France va unilatéralement décider lors du sommet de Dakar de la dévaluation de 50% de francs CFA. Alors, on va donner plusieurs types de raisons, parce qu'il fallait donc, arranger le pouvoir d'achat, améliorer le pouvoir d'achat, parce que, on avait des fonctions publiques pléthores, il fallait permettre des réformes et autres. Mais dans le fond, ce sont des raisons qui étaient spécieuses, parce que dans le fond, c'est que à cette époque-là, nos banques centrales, nos États, avaient épuisé considérablement leurs réserves d'échange. Mais dans les fondamentaux qui tiennent le franc CFA, il y a la garantie de convertibilité qu'offrait la France. Mais ça a été refusé par le Premier ministre de l'époque, je crois que c'était M. Balladur, Édouard, qui va donc refuser d'appliquer cette convertibilité. Et en refusant, on dévalue le franc CFA, alors que nous sert la France à ce moment-là. Qu'est-ce qui nous a servi d'avoir des réserves de change? Mais et peut-être qu'il faut creuser même pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à cette dévaluation de 94. C'était pas parce que nos États allaient très mal. Oui, nos États allaient mal parce que nous dépendons des termes d'échange liés notamment... Il y a eu des détériorations des termes d'échange liés parce qu'au fait que nous sommes des pays exportateurs de matières premières. Mais le franc français à l'époque, de sa création jusqu'en 87, a été dévalué 17 fois. Et 5 fois durant la décennie 80. 5 fois durant la décennie 80 et jusqu'à atteindre 20% face aux marques allemandes, qui d'ailleurs était donc une économie de référence. Mais il fallait bien que la France arrive à trouver des leviers pour relancer son économie. Mais elle a des colonies. Vous voyez, c'est un empire. La France a des colonies et donc devrait se rabattre auprès de ces colonies-là pour mettre en place des mécanismes qui lui permettent de relancer son économie, puisque son taux d'inflation avait atteint les 5%, le chômage battait son plein, et il était vraiment face à une courbe de Phillips, mais dans un sens contrairement opposé.
Et c'est ça qui a amené a conduit également à dévaluer le franc CFA, parce que dévaluer la monnaie devrait leur permettre de d'importer à moindre coût les ressources naturelles que nous détenons. Ça devait leur coûter moins cher. Et de dupliquer la dette, voilà, envers. ça a augmenté tout de suite la dette. Et à contrario, nous qui importons tout, ben, nos importations commençaient à coûter plus cher. Donc à l'époque, sans une lecture économique assez approfondie, on va se mettre à critiquer les politiques, ok, mais ceux de la décennie 80 ont fait face à la baisse des cours de matières premières. Ça a dû interrompre beaucoup de choses. Ceux de la décennie 90 ont dû faire face à la dévaluation, avec toutes les conséquences que cela a entraîné. Mais jusqu'aujourd'hui, en fait, les soulèvements qui sont aujourd'hui face au franc CFA émanent en fait de tout ce qui a été dans le passé. Aujourd'hui, nous sommes en fait face aux résultats. Nous constatons. Moi, je me rappelle, à cette époque, j'avais quel âge? À peu près 7 ans. À un moment donné, sans comprendre, on nous disait que le pain, c'était devenu difficile. Il fallait manger du maïs. Il y avait du maïs violet, des maïs jaunes. Ouais, vous voyez, ça a compromis nos perspectives. Ça a vraiment compromis nos perspectives, parce que la France, avec ses amis du FMI, ont dû nous imposer cela. Pourquoi vous dites la France avec ses amis du FMI? Parce que quand même, cette dévaluation a été motivée par le Fonds monétaire international, et c'est pas parce que Michel Camdessus à l'époque était le directeur général du FMI, Michel Camdessus, français de souche. Oui, est-ce qu'on va reprocher au FMI d'avoir justement engagé ces réformes lorsqu'on sait très bien que les 14 États, qu'on le veuille ou non, se portaient très mal sur le plan macroéconomique? Le FMI, effectivement, était venu au chevet de nos États en introduisant des politiques d'ajustement structurel. Mais il ne faut jamais occulter l'idée que derrière cette intervention du FMI, il y avait la France. Et derrière cette décision motivée de la dévaluation du franc CFA, il y avait la France, parce que la France devait se trouver tous ses intérêts et donc activer tous les leviers possibles pour pouvoir relancer son économie. Et parmi les leviers qu'elle avait donc à sa disposition, c'était se rabattre auprès de ses colonies. Et pour se rabattre auprès de ces colonies, il faut acheter moins cher ce que j'achetais cher hier. Si je dois importer du pétrole à moins de 50 $, ou à moins de 50, à moins de 50 $, prenons le cas, aujourd'hui, je vais l'importer par exemple à 25, ça me fait gagner. Et donc, ça permet de l'autre côté de relancer. Ceux-là, ils peuvent souffrir, ils doivent continuer à souffrir. C'est ça, en fait, ce qui peut être reproché à la France. Pourquoi la France n'a-t-elle pas, si on doit se poser cette question, n'a-t-elle pas garanti la convertibilité du franc CFA en nous venant donc en aide lorsque cette évaluation était nécessaire? Alors que ça fait partie des 4 principes fondamentaux de l'élaboration du franc CFA depuis les époques. Mais entre-temps, quand même, il y a eu assez de réformes, puisque les banques centrales sont gérées de manière assez complète par des Africains. Mais on sait aussi que les réserves de change auxquelles vous faites allusion sont rémunérées par le Trésor français, puisque quelquefois la France fait des placements sur le marché international. Est-ce que ce n'est pas quand même là une bonne attitude, une certaine évolution? Ces réserves de change sont rémunérées, quand vous regardez les statuts de la Banque centrale, je crois à 0,75. Et si je reviens dans un contexte un peu micro, quand vous avez votre argent, vos avoirs, vous les déposez en banque. OK? La gestion de la banque, elle est toute simple. Elle utilise vos dépôts pour financer les crédits. OK? Avec la garantie que le jour où vous vous présentez pour récupérer vos avoirs, ils vous seront mis à disposition. Mais qu'est-ce qui se passe? Si vos avoirs vous sont rémunérés à 0,75, la banque va prêter cela à 3-4%. Donc le gap ne vous revient pas. Le gap revient à la banque. Vous êtes banquier, c'est le travail de toute banque. C'est justement gagner de l'argent. Et donc c'est ce que fait la France. Mais nous, pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on se prive de nos avoirs, on se prive de nos liquidités qui devraient permettre en fait de financer nos économies.
Voyez-vous? Mais il va falloir peut-être que je revienne sur la question de tout à l'heure, si vous pourriez donc me la reformuler. Oui, justement, je posais la question, est-ce que quand même, d'une manière générale, en faisant une étude comparative avec euh, le, le franc congolais à côté, ou le naira nigérian, ou alors le cedi ghanéen, et pourquoi pas le kwanza angolais, est-ce qu'on ne peut pas dire quand même que les pays de la zone franc sont assez stables lorsqu'on sait très bien que ces monnaies finissent par attirer ces pays auxquels je fais allusion, le cas de la RDC à côté, qui veut absolument toujours commercer avec le Congo dans le but de capter le franc CFA. Il en est de même du Nigeria qui est à côté du Bénin et du Cameroun. Et je peux citer le cas du Ghana, où on sent qu'il y a, dans le sens inverse, beaucoup de Ghanéens qui préfèrent commercer avec la Côte d'Ivoire. Est-ce que donc, ce n'est pas une monnaie quand même attractive, le franc CFA? Comme je disais tantôt, la stabilité d'une monnaie est un facteur positif dans l'élaboration des politiques économiques, mais la stabilité d'une monnaie n'est pas synonyme de croissance. Et le cas du franc CFA a été clairement démontré. C'est une monnaie dont les atouts qui nous avaient été donc présentés, c'est qu'on devait garantir sa stabilité avec des taux d'inflation faibles, dont les critères de convergence indiquent un seuil de 3%. Et donc à cela s'ajoute le fait que, par la notion de stabilité, l'attraction des investissements directs étrangers. Mais quand on se pose aujourd'hui dans le contexte, stabilité monétaire, attraction des investissements directs étrangers, l'équation ou la somme des deux, l'équation n'est pas égale à croissance. L'équation est égale, nous donne comme résultat sous-développement. Sous-développement sur tous les points. Pas toujours du fait du franc CFA quand même, non? On pourra en venir, pourra en venir. Mais quand on analyse un phénomène, il y a toujours deux facteurs. Il y a le facteur exogène et le facteur endogène. Quand on doit analyser la problématique de la croissance et du développement dans les États de la zone franc, le facteur exogène, c'est le franc CFA. Les facteurs endogènes, je n'y entrerai pas, mais c'est tout ce qui est corruption et questions de gouvernance. Mais restons sur le facteur exogène qui, en fait, lui, engendrait tous les autres. Pour les pays non utilisateurs du franc CFA ou les économies non utilisatrices du franc CFA, c'est vrai que ces monnaies paraissent assez instables. Okay, mais il y a un levier que ces économies peuvent utiliser, c'est qu'ils ont la main, ils ont l'autonomie sur leur politique monétaire. Nous, dès l'instant où on nous a imposé, moi je ne vois pas qu'on a accepté, on nous a imposé la parité fixe, on a perdu de facto l'autonomie de notre politique monétaire. Nos banques centrales sont certes de jure et de facto indépendantes, mais elles ne le sont pas réellement dans l'exercice de leur droit le plus primordial. Mais sur une période comparative de 2009 à 2017, la moyenne du taux d'inflation au niveau de la zone CEMAC a été de 2%, tandis qu'au niveau de la zone UEMOA, elle a été de 1,6%. Ça, c'est dans les pays utilisateurs du franc CFA. Maintenant, quand on regarde dans les pays non utilisateurs du franc CFA, en zone UEMOA, ça a été d'une moyenne de 9,6%. Et au niveau de la zone CEMAC, ça a été autour de 11,1%. En avance, les taux de croissance étaient quasiment les mêmes, voire ceux des pays non utilisateurs du CFA des deux zones étaient légèrement plus élevés que les pays utilisateurs du franc CFA. Alors, qu'est-ce que la stabilité de la monnaie nous a apporté? Vous savez bien que cette croissance n'est pas inclusive, quoi qu'on dise. Des taux de croissance mirobolants dans la zone CEDEAO ou dans la zone CAC, c'est-à-dire dans des pays qui sont hors de la zone franc CFA. Mais du point de vue, n'est-ce pas, concret, on ne voit rien. Ce n'est pas souvent des croissances inclusives. Il en est de même pour nous. C'est pourquoi l'indicateur de croissance, pour moi, ne me paraît pas être un agrégat assez mesurable. Est-ce que c'est nous qui disposons de l'élaboration de ces statistiques en tant que telles?
on manque encore ce levier-là. Donc, pour dire, on pourrait en fait revenir à l'idée que les atouts qui nous ont été vendus lors de l'institution ou de la constitution du franc CFA, parce que le franc CFA, c'est pas un péché originel, mais c'est une constitution qui a été établie. Et parmi ces atouts, il y avait la stabilité de la monnaie, taux d'inflation faible. Il y avait taux d'inflation faible devant donc attirer davantage de capitaux. Mais cela dit, depuis toutes ces années, nos économies ne sont pas les mieux équipées, ne sont pas les mieux nantis en matière de croissance. C'est-à-dire que le système tel que conçu dans son fonctionnement fait de maintient nos économies toujours en rente, en étant des états de rente, et sans pour autant que le tissu industriel puisse arriver à se développer. Vous savez, la création de l'emploi, c'est pas l'État qui crée l'emploi. Ce sont les entreprises qui créent l'emploi. Et lorsqu'une entreprise veut s'implanter dans un pays, il se pose deux questions. Est-ce que je peux être en mesure d'écouler mes produits? Est-ce que je peux me faire de l'argent? Et ça nous renvoie à la notion de la demande effective qui a été effectivement énoncée par John Maynard Keynes. Vous voyez, quand on revient toujours sur Keynes, parce que c'est un économiste qui a, dans les théories, ont montré des preuves durant la période du New Deal aux États-Unis. Oui. Et Keynes faisait partie de ceux-là qui ont élaboré le plan Marshall pour reconstruire l'Europe. C'était une politique monétaire expansive, une politique budgétaire expansive également. Est-ce que on peut se dire que si effectivement on a des taux directeurs, pour revenir à la politique monétaire, on a des taux directeurs qui restent inchangés, qui sont assez élevés et qui ne permettent pas le refinancement des banques auprès de la Banque centrale afin de financer, n'est-ce pas, les entreprises. Mais aujourd'hui, on dispose quand même des outils comme la bourse de valeur immobilière qui est là et qui peut jouer ce rôle pour financer les économies. Mais est-ce que nos entreprises sont aussi à la page? Vous êtes banquier, vous voyez des dossiers, n'est-ce pas, que les entreprises vous présentent. Est-ce que les entreprises ont des dossiers bancables pour accéder au marché financier? Merci, M. Ndongo, mais j'espère être banquier un jour. Alors, il faut se dire que nos marchés financiers sont encore embryonnaires et ils sont en train de se constituer. Il y a pas mal d'acteurs qui reviennent et la plus grosse partie du financement de notre économie s'opère par l'intermédiation bancaire. Et donc, tant que la politique monétaire reste sur assez rigide, des taux directeurs toujours élevés, ce serait assez difficile que l'on sente un financement des économies. Alors, d'ailleurs, si on peut établir un lien entre la hausse des taux directeurs de la Banque centrale, la BEAC, et les crédits et l'évolution de la masse monétaire, il y a une incompatibilité. J'ai avec moi des études exploitées des rapports de la Banque centrale depuis 2012 jusqu'en 2023. On passe d'un taux directeur, le TIAO, de 4% à 4,50%, de 4% en 2012 à 4,5% jusqu'en début 2023. Aujourd'hui, il est rehaussé à 5,50. On a le taux d'intérêt moyen pondéré, c'est-à-dire que le taux qui permet aux banques de se financer sur du très court terme, qui est passé de 5,75% à 6,25%. C'est énorme. Très énorme. Dans un contexte mondial où on sait que, par exemple, la Réserve fédérale a été obligée, n'est-ce pas, de baisser ses taux directeurs, et même la BCE, récemment, a baissé ses taux directeurs. A baissé ses taux. Vous voyez, entre 2013 et en 2012 et 2015, la BCE a pratiqué du quantitative easing, une politique monétaire qui est non conventionnelle, et a injecté autant de milliards. C'est-à-dire que le crédit était même devenu gratuit. Baisse des taux directeurs pour permettre de relancer la machine. Nous, on maintient des taux directeurs élevés. Pour quelle raison? Mais peut-être la raison, vous verrez déjà dans ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas une corrélation entre la hausse des taux directeurs et la hausse de la quantité monétaire. Il y a une décorrélation. C'est pour dire que l'inflation, déjà chez nous, n'est pas d'origine monétaire. L'inflation que nous constatons, elle n'est pas d'origine monétaire.
Elle est pour vous d'origine quoi? Elle est importée. Elle est importée. Parce que Elle a deux causes. Bon, l'inflation, elle est liée au choc pétrolier, au coût et donc au coût des produits que nous importons. Et deuxièmement, l'inflation, bon, elle est la liée, forte dépendance voilà, de nos pays vis-à-vis de des... l'extérieur, des Voilà. autres. Et deuxièmement, lié au choc climatique. Vous voyez, par exemple, dans les pays d'Afrique de l'Ouest, dès qu'il y a la sécheresse, tout de suite, la hausse des prix se fait sentir. Donc, pour le cas de la zone CEMAC, l'inflation n'est pas d'origine monétaire. Et en 2000, c'est une étude qui a été réalisée d'ailleurs par Kako Nobuko, Que vous affectionnez tant, exactement. qui influence un peu aussi vos points de vue. Hein? Non, je crois qu'on se rejoint sur un peu un plus influent qui est John Maynard Keynes. Il a élaboré donc une étude qui consistait à établir le lien entre la hausse des taux directeurs, la croissance et l'inflation. Mais la partie théorique puis la partie empirique, mais la conclusion, il en sort qu'il n'y avait pas de corrélation. La raison pour laquelle, lorsque dans les années 2000, la BCAO augmente ses taux directeurs et demande aux banques de ne pas répercuter cela sur le coût du crédit, c'était parce que c'était pour éviter la sortie et la fuite des capitaux. Et ça, c'est aussi un des points, des points fondamentaux de l'élaboration, du franc CFA. C'est-à-dire qu'il y a une libre circulation des capitaux entre nos deux zones et l'Europe. Donc, dès que les taux s'améliorent de l'autre côté, bah, les capitaux fuient notre zone. Et pour partir en Europe. Voilà, mais pendant des années, ça a été le cas. Pendant des années, ça a été le cas avec la présence des multiples banques françaises, jusqu'à tout récemment, peut-être le départ de Société Générale dont le mouvement s'étend dans les autres pays. Ça, ils ont servi d'arrière-base de fuite de capitaux dans nos économies, et en se contentant de ne financer que du court terme. Quand vous regardez les statistiques de la Banque centrale sur l'évolution des crédits à l'économie, vous verrez que si en 2022, on est à 9 milliards 900, on a la part des crédits à long terme ne représente que 3%. Mais normal, parce que les dépôts sont généralement des ressources courtes, vous le savez très bien. La part des crédits à long terme, c'est du 3%. La part des crédits à court terme, c'est 54%. Et le reste, ça revient au crédit moyen terme. Mais qu'est-ce qu'on peut financer avec du court terme? Qu'est-ce qu'on peut financer avec du court terme? C'est 12 mois, c'est une année. Vous voyez? Mais c'est là où, en fait, je dis, les banques, oui, on peut leur demander, mais ça relève, c'est de la responsabilité de la Banque centrale. Seulement, cette indépendance de jure et de facto acquise par nos banques centrales, et compte tenu de la spécificité ou de la gestion de l'appareil monétaire, avec une parité fixe à l'euro, une politique monétaire pas autonome, nous n'avons pas ce levier. Nous ne disposons que des politiques budgétaires qui sont procycliques et non contracycliques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser le levier budgétaire. Alors, si on aborde un peu l'aspect de contribution, pour vous, comment est-ce que devrait être gérée cette monnaie? Est-ce qu'il faut quitter la zone franc, changer de nom, en créer une autre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Sortir de l'ancrage français? Oui, je crois que bien d'auteurs avant moi, parce que la critique même, ou le débat même sur le franc CFA commence dès sa création. Même entre les... Ça, c'est l'histoire. Entre-temps, il y a eu quand même des réformes. C'est toujours important de revenir à l'histoire, parce que on a l'histoire qui est là, qui nous donne la leçon, et on a la lumière du présent, du futur, pour pouvoir mieux s'orienter. Oui, il faut qu'il y ait des réformes. Il y en a eu quelques-unes, mais ça semble pas se traduire dans les faits. Parce que, figurez-vous, même l'écho, ça n'a pas été décidé, ça n'a été décidé dans aucun Parlement africain. C'est le Parlement français qui décide, et c'est le président Emmanuel Macron qui vient l'annoncer en 2019. Donc, ce projet, même, on voit qu'il l'a retardé, parce que le Nigeria, le Ghana, se sont aperçus n'en veulent pas du tout. Non, c'est pas qu'ils n'en veulent pas.
c'est pas qu'ils n'en veulent pas, mais ils se sont aperçus que l'éco devrait fonctionner sur les mêmes principes que le franc CFA. Mais ce n'est donc toujours pas une monnaie africaine. On n'est toujours pas là dans l'optique de créer une monnaie qui réponde aux besoins et aux exigences de nos économies, qui soit en phase avec la structure de nos économies. Donc, à un moment donné, ce franc est appelé à disparaître. Cette zone est appelée à disparaître. Les zones escudo et les zones sterling qui ont été créées à la même époque que le franc CFA, elles ont disparu. Pour quelles raisons? Le franc CFA doit perdurer. Et donc, d'ici 2045, on va célébrer le 100e anniversaire du franc CFA, mais avec comme résultat pour nos économies. Donc, pour vous, il faut signer l'acte de décès du franc CFA. Oui, il faut signer l'acte du décès du franc CFA, mais de façon méthodique. C'est pas de façon brutale. Parce que je vais quand même faire une digression. On a souvent tendance à traiter de panafricanistes tous ceux-là qui émettent une idée contraire, ou qui sont plutôt de nature à plaider pour le développement des économies africaines, les caricatures de panafricanisme. Non, oui, panafricanisme avec l'idée d'Nkrumah, c'était plutôt aller vers un changement et non vers une révolution. Donc voilà, on n'est pas des révolutionnaires, mais on veut du changement pour nos économies, parce qu'on veut que demain, dans le cancer des nations, l'Afrique puisse jouer vraiment sa partition. Aujourd'hui, nous sommes dans une économie globalisée. Nos partenaires d'échange sont beaucoup plus nombreux. Aujourd'hui, on échange avec la Russie, on échange avec la Chine, on échange même avec les pays du Moyen-Orient, donc la Turquie et autres. Il va falloir que nous quittions l'ancrage de franc CFA. Et vous savez que Dominique Strauss-Kahn, lorsqu'il était DG encore patron du FMI, il avait vraiment botté en touche cette idée d'une multiplicité de paniers de monnaie, parce que pour lui, ça n'avait rien à voir. Ça n'avait pas de sens d'être évoqué. Vous voyez? Mais pour la simple et bonne raison que jusque-là, nous ne décidons pas de notre monnaie. Et nous devrions avoir pleinement la décision sur notre monnaie pour pouvoir utiliser le levier de politique monétaire et permettre à ce que nous puissions financer nos économies. Je vais peut-être chuter par là en disant que le seul levier budgétaire que nous avions, il est presque inactif. Nous n'avions pas le levier monnaie pour jouer de façon contracyclique avec l'économie, c'est-à-dire quand il y a récession, on remet la machine et puis on se réadapte et on avance. Il faut une politique monétaire qui permette aux banques de financer les économies, de financer les entreprises, de leur permettre d'accéder au crédit bancaire. Parce que le crédit, il coûte cher. Encore chez nous, c'est des taux moyens de 10%, mais si vous allez dans certains pays en Afrique de l'Ouest, c'est du 12-14%, par exemple au Togo. Voyez-vous? Mais tout ça parce que la cerise ou l'élément suprême, c'est la gestion de l'appareil monétaire. Tout ce qui suit, en fait, ce n'est qu'une conséquence. Que les dossiers soient bancables ou pas, ça, ce ne sont que des conséquences. Mais la cause de tous ces maux, de tous ces facteurs, c'est le franc CFA. La cause de la jeunesse, du chômage massif des jeunes qui viennent, c'est le franc CFA, parce que hier, cette monnaie n'a pas créé des conditions, n'a pas créé des mécanismes qui permettent à nos États d'être forts économiquement, d'être forts commercialement pour pouvoir aujourd'hui faire face à l'arrivée des jeunes qui représenteraient aujourd'hui une plus grande partie de la population africaine. Et sachant que d'ici 2050, on sera à près de 2 milliards. Est-ce que les pays de la zone franc et ceux de hors de la zone ne partagent pas les mêmes problématiques, c'est-à-dire avec un taux de chômage élevé, avec une production très dépendante, n'est-ce pas, de l'extérieur? Alors, on compte sur les doigts d'une main des pays qui arrivent quand même à se détacher avec leur propre monnaie, peut-être des Sud-Africains, le rente sud-africain, mais il n'y a pas assez d'exemples au point de susciter un intérêt qui ferait qu'on signe l'acte de décès du franc CFA. Le Maroc, l'Algérie ainsi que la Tunisie ont quitté le franc CFA dès les indépendances. C'est peut-être ce que nous... Mais ces 3 pays du Maghreb qui ont quitté le franc CFA, qui ont refusé de pactiser avec le franc CFA, sont aujourd'hui les premiers partenaires commerciaux de l'Union européenne. Non seulement de l'Union européenne, de la France, en Afrique.
Bon, mais la Nous, proximité aussi avec l'Europe fait que il y a eu un effet quand on même. pourrait le dire également, mais l'Afrique Mhm. du Sud, qui est tout en dessous, également arrive à être en partenaire Vous le savez commercial. très bien que l'Afrique du Sud a été bâtie par des hommes, voilà, des hommes blancs. Et voilà, il faut le reconnaître. Certes, je le reconnais très bien, je le reconnaîtrais, mais au prix de quoi? Hein. Euh, il y a, c'est vrai, cette question structurelle qui mine Justement de nos l'Afrique, hein, de économies. nos économies, qui mine non pas seulement les pays de la zone franc, mais également tous les autres pays. C'est vrai. Mais c'est pour cette raison que vous voyez, j'ai souvent tendance à repartir dans l'histoire. Et j'aime bien, pour ça, quand je suis le président Poutine, vous voyez, il repart toujours dans l'histoire pour expliquer comment est-ce que les choses, comment est-ce que les événements se sont enchaînés pour, pour qu'on arrive à constater ce qui est là et ensuite, à ce moment-là, dire qu'est-ce qui doit être fait de manière concrète. Une dernière question, monsieur Amona, puisque le temps nous tient à la gorge. Lorsqu'un pays n'arrive pas à bien gérer son trésor public, n'arrive pas à gérer sa compagnie aérienne, n'arrive pas à gérer son port, n'arrive pas à gérer même une simple équipe de football, est-ce que ce pays peut bien gérer sa monnaie? Parlant des 14 États de la zone franc, puisqu'on a les mêmes problèmes, nos ports, nos aéroports sont gérés si ce n'est pas en concession, et quand c'est nous-mêmes, ça se porte très mal. Ok. Votre réponse serait à mon atterrissage. La constitution d'une zone monétaire obéit à un certain nombre d'étapes. Vous voyez, nous, on a mis la charrue avant. On nous a mis la charrue avant les bœufs. Parce que quand vous voyez la construction de l'Europe, ils sont partis des zones de libre-échange, ils sont partis des unions douanières, ils sont arrivés vers le marché commun, jusqu'à ce qu'en 99, ils arrivent en fait à uniformiser tout cela en ayant une monnaie commune. Et ce qui a permis en fait dans chaque État de se constituer économiquement, de se constituer, de se structurer. Chez nous, ça n'a pas été le cas. Ok? Et la monnaie a été utilisée même comme un outil de répression. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y a le facteur exogène et il y a le facteur endogène. Le facteur exogène de tout ça, c'est le franc CFA. Et le facteur, ce qui a engendré les facteurs endogènes, tels que la corruption, le népotisme et tout ce que nous constations. Mais la monnaie ne serait peut-être, aujourd'hui, elle ne serait peut-être pas gérée par un seul État, par un État, mais ce serait toujours dans l'optique d'une zone, ok, dans l'optique d'une communauté, ce qui, en fait, devrait, de par l'indépendance de la Banque centrale, hein, permettre à ce qu'il n'y ait pas une influence politique. Maintenant, pour ce qui est des questions de gouvernance, oui, elle se pose. Elle se pose dans toutes les économies, mais elle se poserait aussi même dans les économies européennes, tout comme en Asie. Mais là n'est vraiment pas le centre, hein, de notre préoccupation, de notre intervention de ce soir. Peut-être que nous aurions l'occasion d'ouvrir une brèche. À ce moment-là, nous dirons, OK, on se focalise sur les facteurs endogènes qui entravent et qui entraveraient notre croissance, notre développement, si jamais nous venons à être garant et gérant de notre propre monnaie. Et donc, nous allons par là déployer des actions à mener qui devront permettre à ce que cette notion de souveraineté que nous cherchons, parce que comme je l'ai dit, la monnaie c'est aussi une expression de la souveraineté de l'État. Parce que c'est à l'État que revient le pouvoir de battre la monnaie. Hein, c'est à l'État que revient ce pouvoir-là. Et nous n'en avions pas. Et donc, une fois que nous aurons ce pouvoir, nous saurons ce qu'il faut réellement et concrètement faire pour y arriver. Voilà. Merci. Le débat est loin d'être clos. Merci, monsieur Loïc Amona. Je rappelle que vous êtes économiste et puis banquier, n'est-ce pas, de manière permanente. Nous avons été très heureux de vous recevoir. Je sais que vous vous situez dans l'ancrage des économistes africains qui, évidemment, pensent que la monnaie, notre franc CFA, doit être une monnaie qui est gérée par les Africains, mais en fait, il faut en sortir, comme vous l'avez dit. Je pense que le débat continue. Merci, très chers téléspectateurs, internautes. Merci à Téléka TV qui nous a gracieusement offert son studio pour pouvoir réaliser cette émission.
Merci, au revoir. Je vous remercie.